À 80 ans, Charles Aznavour ne cherche plus à séduire. Il ne cherche plus les applaudissements ni les lumières. Assis devant son vieux piano, dans une pièce remplie d'ombres et de souvenirs, il parle doucement, presque pour lui-même. Il y a 5 personnes qui ont laissé une cicatrice dans mon âme. Ce n'est pas un aveu, encore moins une plainte. C'est une vérité, dite sans artifice, avec la gravité de ceux qui ont tout donné. Ses mains tremblent légèrement sur les touches, comme si chaque note réveillait un fragment du passé. Le silence autour de lui n'est pas vide, il est habité. Habité par les visages, les voix, les mots qu'il n'a jamais oubliés. Le monde connaît le chanteur, la légende, le poète. Mais ce soir, il n'y a plus de scène, plus de public, plus de chansons. Il n'y a qu'un homme, seul face à sa mémoire, prêt à affronter ce qu'il a toujours transformé en musique. La douleur. Car derrière chaque refrain d'Aznavour se cache un secret, un nom, un regret, une trace indélébile. Il ferme les yeux. Les souvenirs affluent, d'abord timides, puis insistants. Le regard d'un père, les larmes d'une mère, un ami trahi, une femme perdue. Chaque souvenir est une chanson qu'il n'a jamais écrite, chaque cicatrice, une mélodie que le temps n'a pas su apaiser. À travers sa voix, on entend tout, la nostalgie, la tendresse, la blessure, et dans son silence, il y a plus de vérité que dans 1000 mots. Car à cet âge, Aznavour n'a plus besoin de chanter pour dire, il lui suffit de se souvenir, et ce soir, dans la lumière tremblante du piano, il va enfin oser prononcer ces 5 noms qui ne cessent de vivre en lui. Avant les projecteurs, avant les scènes pleines et les orchestres, il y eut une enfance. Une enfance minuscule, pauvre mais vibrante, au cœur d'un Paris d'après-guerre. Charles Aznavour est né Chanour Vaguinag Aznavourian, fils d'exilés arméniens. Son père, Misha, était chanteur d'opéra, sa mère, Knar, actrice. Ils avaient été fuis le génocide, emportant avec eux une seule richesse, la dignité. Et dans leur petit appartement du quartier de la rue de la Huchette, on parlait arménien, français, et le langage du manque. L'enfant grandit entre deux mondes, celui des survivants et celui de la ville qui se relevait. Chaque soir, son père chantait dans les restaurants pour quelques pièces, pendant que sa mère préparait les costumes pour des spectacles qui n'avaient pas toujours lieu. Charles écoutait, observait. Il ne comprenait pas encore les mots, mais il ressentait tout, la fierté, la fatigue, l'amour silencieux. Il dira plus tard « J'ai appris le courage dans les yeux de mes parents, pas dans les livres. » C'est là, dans cette pauvreté noble, qu'il découvrit la musique. Sa voix, encore fragile, devint très tôt un refuge. Les chansons étaient pour lui un abri contre la honte, une manière d'exister dans un monde où il n'avait pas de place. Petit, il rêvait d'être acteur. Mais quand il vit son père pleurer en chantant, il comprit que le chant pouvait dire ce que les mots ne savent pas dire. À 10 ans, il monta sur scène pour la première fois. Pas de costume, pas de décor, juste lui et une lumière trop forte. Et dans ce regard du public, il sentit un mélange de peur et de nécessité. Il savait déjà que chanter serait sa manière de survivre. Son enfance, faite de déracinement et de fierté, forgea sa voix avant même qu'il la trouve. Une voix née de la douleur et de la tendresse. Une voix qui, plus tard, porterait le monde entier, mais qui, au fond, n'a jamais cessé de chanter pour 2 personnes, ses parents. Ceux qui lui avaient appris que les plus grandes blessures ne se montrent pas. Elles se transforment en art. Les années passèrent, et le jeune Charles quitta les ruelles de Paris pour les scènes minuscules des cabarets. Il chantait pour quelques francs, souvent dans l'indifférence, parfois dans la moquerie. On se souvenait de sa voix, mais pas toujours de son nom. Il était petit, sans charme particulier, trop étranger pour certains, trop sincère pour d'autres. Mais il avait cette flamme, cette conviction que le talent ne naît pas de la beauté, mais de la vérité. C'est dans l'ombre d'Édith Piaf que son destin se transforma. Elle l'entendit chanter un soir dans un cabaret enfumé. Elle reconnut immédiatement ce que beaucoup n'avaient pas vu, l'âme. Elle l'emmena avec elle sur scène, en tournée, en Amérique. Pour la première fois, Charles Aznavour ne chantait plus pour survivre. Il chantait pour exister. Mais même à côté de Piaf, il resta longtemps invisible.
Le public le trouvait maladroit, trop intense, pas assez chanteur. Il encaissa les critiques, les refus, les humiliations. Il dira plus tard: « Je n'étais pas beau, je n'étais pas riche, mais j'avais une arme, la persévérance. » Et cette arme, il l'a utilisée comme un soldat. Jour après jour, il écrivit, composa, ajusta chaque mot, chaque note. Il mit dans ses chansons tout ce qu'il n'avait jamais pu dire. L'enfance, la honte, l'amour, la mort, la vieillesse. Rien n'était tabou. Il ne chantait pas pour séduire, il chantait pour comprendre. Les années 1950 et 1960 virent de naître le mythe. Je me voyais déjà, la bohème, hier encore. Des chansons comme des confessions où chaque syllabe semblait venir d'une cicatrice ancienne. Sa voix, imparfaite, devint son plus beau instrument. On disait qu'il chantait faux, il chantait vrai, et cette vérité-là toucha le monde entier. Mais le succès, pour lui, n'était jamais un refuge. Il restait méfiant, presque inquiet. Les lumières des scènes lui rappelaient, trop celles, froides, des foyers qu'il avait connus enfant. Même au sommet, il gardait cette peur viscérale de tout perdre. Il répétait sans cesse: « Je suis né dans le manque, je mourrai dans le travail. » Ses chansons voyageaient, sa voix traversait les frontières, mais au fond, il restait cet homme pudique qui préférait les nuits silencieuses aux mondanités. Il n'appartenait ni à une époque ni à un pays. Il appartenait à la mémoire. Et pourtant, derrière la reconnaissance et les triomphes, une solitude persistait. Plus les salles étaient en pleine, plus il se sentait vide. Les applaudissements ne comblent pas le silence intérieur. Et bientôt, au cœur même de cette ascension, commencèrent les premières fêlures, les amitiés brisées, les trahisons, les absences. Le prix, toujours plus lourd, d'une vie vouée à chanter ce que les autres taisaient. Le succès a toujours eu deux visages pour Charles Aznavour, celui de la lumière et celui de l'ombre. À mesure que sa voix résonnait dans le monde entier, un autre silence, plus profond, s'installait en lui. Sous les applaudissements, il restait un homme d'exil, d'incertitude, de nostalgie. Il disait: « La scène m'a tout donné, mais elle m'a pris le repos. » La première rupture fut celle de la reconnaissance. On l'a longtemps rejeté avant de l'accepter. Trop petit, trop différent, trop arménien. Les critiques le blessaient, mais il ne répondait pas. Il observait, écrivait, transformait. Chaque mot méchant devenait une chanson, chaque humiliation une vérité nouvelle. Et peu à peu, il bâtit son royaume sur les ruines du mépris. Mais cette victoire, il la savait fragile. Elle lui coûta la naïveté, cette foi simple qu'il avait en la bonté des autres. La deuxième rupture, ce fut l'amour. Ses romances furent passionnées, souvent impossibles. Charles aimait sans mesure, et l'amour en retour l'épuisait. Il n'y avait pas de place pour la tendresse dans les valises de tournée. Ses lettres restaient souvent sans réponse, ses nuits trop longues, trop pleines de souvenirs. Il disait: « J'ai aimé comme on chante », avec tout le souffle qu'il me restait. Mais les plus belles chansons naissent souvent des plus grands départs. Puis vint la rupture du temps. Vieillir sur scène, c'est regarder la jeunesse s'en aller sous les projecteurs. Il ne fuyait pas cette réalité, il la chantait. Il voyait dans chaque ride une note nouvelle, dans chaque faiblesse une sagesse. Mais derrière cette sérénité apparente, il y avait la douleur de voir partir les amis, les complices, les frères d'âme. La vie, peu à peu, se vidait autour de lui. Et enfin, la rupture la plus discrète, la plus cruelle, celle de soi-même. Aznavour avait vécu à travers ses chansons jusqu'à ne plus savoir où finissait la musique et où commençait l'homme. Il se sentait parfois étranger à son propre nom, prisonnier d'une image parfaite que le public avait inventée. Il dira un jour, dans un souffle: « J'ai chanté ma vérité toute ma vie, mais personne n'a su combien elle me coûtait. » Ses blessures, il ne les a jamais cachées. Elles furent son moteur, sa force, sa mémoire. Et dans leur écho, déjà, 5 visages se dessinaient. 5 personnes qu'il ne put jamais vraiment pardonner, parce qu'elles avaient laissé en lui une cicatrice que même les plus belles chansons n'ont pas su guérir. Il y a dans la mémoire de Charles Aznavour 5 visages qu'il n'a jamais pu oublier. 5 personnes qui ont laissé des marques invisibles dans son âme, des cicatrices qui ne saignent plus, mais qui brûlent encore. Elles ne furent ni ses ennemis, ni ses bourreaux.
mais des fragments de sa vie, des miroirs de ses contradictions. 5 destins liés aux siens, et sans eux, il n'aurait peut-être jamais su chanter la vérité. Le premier visage, c'est celui de son père, Misha. Un homme fort, droit, silencieux, qui portait en lui la fierté de ceux qui ont tout perdu mais qui refusent de plier. Charles l'admirait autant qu'il le craignait. Son père ne parlait jamais d'amour. Il l'incarnait, sans mots, dans les gestes, dans la rigueur. Mais dans cette pudeur paternelle, il y avait une distance douloureuse. Charles voulait être vu, entendu, reconnu. Et Micha, lui, voulait un fils modeste, enraciné dans la réalité. Quand Charles monta sur scène pour la première fois, son père détourna le regard. Pas par mépris, mais par peur. La peur de voir son fils s'égarer dans un monde de faux semblants. Des années plus tard, Aznavour dira « J'ai passé ma vie à chanter pour lui. Chaque note était une main tendue qu'il n'a jamais prise. » Ce silence entre eux devint sa première cicatrice, et aussi la source de sa voix. Le deuxième visage, c'est celui d'Édith Piaf, la femme qui changea tout. C'est elle qui vit en lui ce que d'autres n'avaient pas su voir, l'âme d'un survivant. Elle le prit sous son aile, le fit voyager, chanter, exister. Mais leur lien, aussi fort qu'il fût, n'était pas simple. Piaf, colossale, passionnée, exigeante, voulait façonner Aznavour à son image. Il refusa. Il l'aimait, il l'admirait, mais il voulait rester lui-même. Leur collaboration fut un feu d'artifice, mais derrière les rires, les tournées et les nuits de scène, il y eut des tensions, des jalousies, des colères. Quand elle mourut, il resta muet. Il n'alla pas à l'enterrement. Il dira plus tard « J'ai perdu la première personne qui m'avait vraiment cru, et je ne savais pas comment lui dire merci. » Cette absence, ce regret, le hantera toujours. Le troisième visage, c'est celui d'une femme qu'il a aimée. Follement, maladroitement. Elle n'était ni chanteuse ni actrice, mais elle comprenait la solitude des artistes. Avec elle, Charles connut un amour vrai, simple, presque silencieux. Mais sa vie, trop remplie de routes, de concerts, d'interviews, ne laissa pas de place pour la stabilité. Elle finit par partir. Elle laissa sur le piano une lettre courte. « Je t'aime, mais je me perds dans ton ombre. » Ces mots, il les lut 1000 fois, sans jamais les comprendre tout à fait. Il en fit une chanson, une prière déguisée. Chaque fois qu'il la chantait, il la revoyait, son sourire, son départ, la porte qui se referme. Le quatrième visage, c'est celui d'un ami, un frère de cœur, un compagnon d'armes. Ils avaient les commencé ensemble, écrit leur première chanson côte à côte, rêvé des mêmes triomphes. Mais le succès divise, plus sûrement que la haine. Un jour, une jalousie, une phrase mal comprise, un contrat brisé. La trahison, comme un coup de couteau, arriva sans cri. Ils ne se reparlèrent plus jamais. Des années plus tard, Charles tenta de le revoir. L'autre refusa. Et cette porte close resta jusqu'à sa mort, une blessure vive. Il dira « Les amis d'enfance sont les seuls qu'on ne remplace jamais, parce qu'ils ont connu celui qu'on était avant la gloire. » Et enfin, le cinquième visage. Le plus difficile. Celui qu'il croise chaque matin dans le miroir. Charles Aznavour lui-même, l'homme derrière le mythe, celui qui s'est imposé la rigueur, le travail, l'intransigeance, celui qui a blessé sans le vouloir, oublié sans le savoir et porté trop de culpabilité. Il se reprochait ses absences, ses excès, sa solitude choisie. Il dira avec une voix lasse « J'ai passé ma vie à chanter mes fautes, mais sans jamais les effacer. » Dans son regard, on lisait une étrange paix. Pas celle du pardon, mais celle de la lucidité. Car il avait compris que la plus grande cicatrice, ce n'était pas les autres qui l'avaient faite, c'était lui. Ces 5 personnes, ces 5 visages, sont les colonnes invisibles de sa vie. Chacun d'eux lui a laissé une marque, un mot, un souffle. Ils furent ses blessures et ses muses, ses ennemis et ses vérités. Et ce soir, quand il referme le couvercle du piano, le silence pèse lourd. Mais dans ce silence, il y a la paix. Celle d'un homme qui sait enfin que la douleur, quand on la transforme en chanson, devient lumière. Le soir tombe sur Paris. Dans son appartement silencieux, Charles Aznavour s'assoit près du piano, sans jouer. Ses mains reposent sur les touches comme sur des souvenirs. Autour de lui, tout semble figé. Les photos jaunies, les disques d'or, les partitions couvertes d'encre et de ratures.
Le monde entier se souvient de ses chansons. Lui, il se souvient des visages. À 80 ans, il ne cherche plus la gloire ni la rédemption. Il a compris que la vie n'est pas faite pour être parfaite, mais pour être vécue, intensément, honnêtement. Ces 5 cicatrices ne sont plus des plaies ouvertes. Elles sont devenues des étoiles, des repères dans la nuit de sa mémoire. Chaque nom qu'il a prononcé, chaque silence qu'il a gardé, a trouvé sa place dans une chanson. Et peut-être est-ce là son véritable pardon. Avoir su transformer la douleur en musique et la mémoire en lumière. Il dit doucement, on ne guérit pas des gens qu'on a aimés. On apprend seulement à vivre avec leur absence. La caméra s'éloigne lentement. Aznavour regarde par la fenêtre, la ville s'endort. Son visage est calme, presque souriant. Ce n'est pas la paix d'un homme qui a tout oublié, mais celle de quelqu'un qui a enfin compris. La paix de celui qui a su faire de ses blessures une œuvre, de ses regrets une mélodie. Et dans le silence qui suit, 2 questions résonnent encore, suspendues dans l'air comme une dernière note. Faut-il pardonner pour chanter la vérité? Ou faut-il chanter pour apprendre à pardonner?